fondamentale, enfin très importante. Alors là, je vous invite, dans mon livre, je donne des références. Il y a plusieurs économistes, comme Jean Gadret, par exemple, professeur à l'Université de Lille, qui a beaucoup travaillé sur cette question. Dominique Médard, aussi, spécialiste du travail à Dauphine, qui a beaucoup travaillé sur cette question. La question est fondamentale. C'est pour ça que, pourquoi 2034? Parce qu'en fait, j'ai écrit en 2014, tous ceux qui travaillent sur cette question se disent que si on veut faire une transition en douceur, moi, j'ai pas envie de violence, en douceur. C'est-à-dire transformer l'économie pour faire face à tous ces enjeux dont on vient de parler. Et il faut une feuille de route de 20 ans. C'est ce qui fait le problème, qui pose problème politique, c'est qu'aujourd'hui, c'est aussi un des problèmes qu'on a d'ailleurs, c'est que nos hommes politiques, eh bien, ils pensent à leur réélection dans 4 ans, dans 5 ans, ils sont incapables de prendre des mesures qui auront un effet dans 20 ans. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Pourquoi? Parce que si tu te dis, l'agro-industrie par exemple, les usines à poulet, on n'en veut plus. Moi, j'en veux plus, par exemple. Personnellement, j'en veux plus. D'abord, c'est pas bon pour les poulets et c'est pas bon pour nous non plus. Donc, je veux plus d'usines à poulet. Mais qu'est-ce qu'on fait des ouvriers qui sont dans les usines à poulet? Oui, bien sûr. C'est un exemple, mais voilà. Alors, comment on fait pour faire disparaître des secteurs économiques dont on ne veut plus, soit parce qu'ils sont trop énergivores, soit parce qu'ils polluent trop, soit parce que c'est contraire au bien-être et des poulets et des ouvriers d'ailleurs, voilà. Eh bien, il faut pour ça, donc tu supprimes progressivement ces secteurs, tu transformes l'agriculture par exemple, et en parallèle tu fais monter en puissance l'agriculture biologique. Alors, je te donne un exemple, pour ce qui est de l'agriculture biologique, il y a un rapport qui a été fait par un cabinet d'économistes de Toulouse, qui s'appelle Solagro, ce cabinet, et il imagine comment on pourrait transformer l'agriculture d'ici 2050 en France pour être totalement bio, totalement décarbonée, enfin que l'agriculture redevienne ce qu'elle aurait dû être, c'est-à-dire un puits de pétrole, un puits de carbone et pas l'inverse. Aujourd'hui, l'agriculture industrielle, elle émet du carbone. Eh bien, il montre comment on fait et on crée 1 million d'emplois, pour répondre à ta question. Quand tu relocalises la production alimentaire, à la campagne ou en ville, moi je me suis beaucoup centré là-dessus, sur les exemples de Toronto, qui est une grande ville qui a travaillé là-dessus avec l'université associée, qui fait de l'agriculture urbaine, qui relocalise la production compris en ville. Plusieurs études montrent que tu crées des dizaines de milliers d'emplois dans les villes aussi. Donc c'est la même chose pour la transition énergétique. Le potentiel alors là il y a un autre rapport qui s'appelle Négawatt, vous allez lui entendre parler, qui décrit très bien la trajectoire qu'on pourrait avoir, qui permet de passer progressivement, aller vers le 100% énergie renouvelable, tout en démantelant en parallèle les centrales nucléaires. C'est possible. Donc, mais, encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Tu comprends? Et il faut évidemment une vraie politique qui permette ça, c'est-à-dire de faire émerger de nouveaux secteurs économiques porteurs qui vont dans ce sens de la transition et qui vont créer des emplois. Et en parallèle, fermer des usines. Parce qu'évidemment, il y aura moins d'usines de voitures, il y en aura toujours parce qu'on produira des voitures, mais il y en aura moins parce que le but, ce ne sera pas de dire aux Français qu'il faut 1, voire 2 voitures ou 3 par famille, comme c'est le cas dans certains endroits, n'est-ce pas? Non, il y aura une voiture par pâté de maison qu'on se mettra, enfin voilà, voilà, il y aura toujours des voitures, mais pas de la même manière, d'accord? Donc c'est pareil pour les téléphones portables, pareil pour tous les équipements. La machine à laver, c'est typique parce qu'en Suisse, vous savez, ils ont continué à garder dans beaucoup d'immeubles une machine à laver ou 2 par immeuble, dans le sous-sol. C'est ça l'exemple. Sauf que la société de consommation, elle nous a dit qu'il faut chacun une machine à laver. Moi, je ne suis pas contre la machine à laver. Attends, mais ils ont eu 3 enfants, évidemment que non. Mais j'ai pas besoin d'une machine à laver dans ma maison, et une dans la maison d'à côté, et je ne parle pas des immeubles. Moi, ma machine à laver, quand j'avais 3 enfants en bas âge, elle servait 2 fois par semaine. Grand maximum. Donc voilà. Donc tout ça, c'est le partage, c'est des équipements réparables, donc c'est beaucoup de travail de réparation, c'est beaucoup d'emplois aussi, ça, de réparer, d'entretenir. Voilà. Sauf que vous citez la Suisse comme exemple, qui était effectivement un très bon exemple pour les machines à laver, ce qui prouve bien que c'est pas une question. J'ai toujours ce souci de le mode de développement, et là effectivement, on commence à faire des choses, on peut en faire beaucoup plus dans tout ce que vous dites, dans le sens où vous allez, mais je ne vois pas le rapport entre ça et la croissance. Parce que, non, je ne comprends toujours pas. Oui, parce que là, vous donnez. Mais non, mais vous prenez l'exemple. Parce que tous les exemples que vous prenez, on peut tous les reprendre. La transition énergétique, on peut très bien. Pourquoi dire, partir du postulat au départ, qu'il faut moins de croissance? On peut très bien faire justement de la transition énergétique, toujours avec de la croissance. On peut dire, comme vous dites vous-même, que mettre fin progressivement à l'obsolescence programmée, etc. Mettre des machines à laver plutôt dans les immeubles plutôt que chacun chez soi, avoir des voitures électriques, etc. Je ne vois pas quel est le rapport entre le choix du mode de développement, qui est là effectivement l'enjeu absolu,
et d'autre part le postulat qu'il faudrait pour cela moins de croissance. Parce que la croissance en soi, je vous l'ai déjà dit, c'est exponentiel, on va pas revenir, le hamster et tout ça, bon ça y est, je crois que je l'ai dit, je ne vais pas répondre, j'ai déjà dit ça, bon voilà, on va passer à d'autres questions. Oui, une question, on n'a plus le temps là, on n'a plus le temps, ça urge, hein, la maison brûle, hein, ouais. ça fait un certain nombre d'années qu'on le dit. Ouais. Les politiques, ils sont dans leur bulle, et Hollande, manifestement, il a un peu réalisé ce qui se passait, mais là, pour notre gouvernement, l'électrochoc, c'est quoi exactement parce qu'il pense déjà au municipal, ce qui va se passer au municipal dans 9 mois, il pense déjà à son prochain mandat, etc. Et c'est quoi l'électrochoc pour qu'ils prennent conscience? Tu veux dire le gouvernement actuel? Voilà. L'électrochoc, je pense qu'il faut continuer. Moi j'étais très heureuse, je réponds personnellement en tant que citoyenne, que les jeunes descendent dans la rue, personnellement. Voilà. C'est d'abord eux qui vont morfler, excusez-moi l'expression, parce que ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux là-dessus, un jour on en prendra des comptes, hein, parce que moi là-dessus je suis assez clair. C'est très clair, mais tous les signaux sont rouges, vraiment en rouge. Donc les enfants, les jeunes sont dans la rue, c'est une pression importante. C'est nous les citoyens, on doit continuer de faire pression pour qu'on ait des élus qu'on mérite. Excusez-moi, hein, mais on a un butin de vote. On a aussi un portefeuille pour ceux qui en ont de l'argent dedans. Je veux dire qu'il y a 9 millions de Français aujourd'hui qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. C'est pas rien. Pas. Donc ceux qui en ont, c'est aussi très important, les choix qu'on fait. Comme me l'a expliqué Tim Jackson aussi, hein, cet économiste, vraiment je trouvais que c'est assez extraordinaire, très éclairant. Le système actuel ne fonctionne aussi que parce que nous sommes des moutons de pâturage. Et que nous sommes capables d'entretenir la machine, notamment d'acheter des choses qu'on ne devrait plus acheter. Voilà. On a la possibilité, nous en tout cas, et on a un certain nombre, à faire des choix qui font aussi que la machine économique elle peut aussi changer. Et on le voit, hein, parce qu'il y a des signaux de plus en plus... Moi je pense qu'il est vraiment trop tard pour être pessimiste, hein, et qu'il faut garder le pessimisme pour des jours meilleurs, donc, voilà, et que comme je suis mère de famille, grande jeune fille étudiante, j'ai pas d'autre choix que de dire on va y arriver. D'accord? Voilà. Donc on va y arriver. Mais il faut se bouger le cul. Excusez-moi l'expression, je vais y aller franco. Il faut se bouger. Et on a un problème avec le temps qu'on perd avec ceux qui nient la situation dans laquelle on est. Moi, je ne dis pas que c'est grave pour casser le moral, parce que je pense que véritablement, pour pouvoir affronter la situation et se sentir libéré finalement, c'est vraiment un moment être clair sur ce qui est en train de se passer, les enjeux. Et je peux vous assurer qu'une fois qu'on a passé l'état de sidération que ça provoque, parce que c'est vrai que ça provoque un état de sidération, et c'est bien normal, et bien ensuite, on voit qu'on est plein à se dire que ça ne va pas continuer comme ça. Et partout, il y a des gens qui font des choses. Et monsieur n'a pas posé de question, mais j'ai un peu compris quand même ce qu'il voulait dire. On a besoin de liens. On a besoin de rétablir du lien sur nos territoires, entre nos communautés, entre nous, nos voisins. Parce que tout ce système qui nous met dans l'impasse, c'est aussi une question de rupture de liens, de tous les liens. Les multinationales qui mettent les portables qui font sur le marché, qui ne sont pas réparables. Il faut des terres rares qui entretiennent des guerres en Afrique. On est dépendant de la Chine, etc., qui polluent. Tout ça, parce que tous ces gens-là, ces actionnaires, n'ont plus rien à voir avec l'acte de production. D'abord, déjà, ils vivent dans leur bulle. Donc voilà, on a complètement coupé le lien, et rompu le lien. Vous parlez de la bourgeoisie, comme je raconte ici, comment aider le dogme de la croissance. La bourgeoisie du XVIIIe siècle, ou celle qui a été, ou même un siècle plus tard, hein, que décrivait Zola par exemple, c'était une bourgeoisie nationale qui avait quand même compris que pour développer son intérêt privé, elle avait besoin de développer l'intérêt général du pays. D'accord? C'était une forme de capitalisme qui correspondait à cette époque-là. Mais le capitalisme mondialisé et financiarisé, ça n'a plus rien à voir. Ceux qui siègent dans les multinationales, moi je connais bien Monsanto par exemple, hein, ils ne savent même pas qu'on fait du Roundup ou du glyphosate, que Monsanto fait du Roundup. Ils ne savent pas. Ce sont des fonds de pension, c'est totalement, personne ne sait qui fait quoi. Et voilà comment, comme dans le Montana, on est arrivé à une situation où finalement il n'y a plus aucune responsabilité nulle part. Et on ne sanctionne pas ces comportements. Voilà. Donc il faut recréer du lien parce que c'est ça qui va permettre, la résilience par rapport à ce qui se prépare, parce que même si on arrivait à rester en dessous des 2 degrés, je vous assure que ça va être de gros bouleversements déjà, quand même. Donc il va falloir être capable d'encaisser les chocs
et de développer de la résilience. Et la résilience, c'est l'un des modèles que l'on doit remplacer, qui doit remplacer le soin et la résilience, hein, qui doit remplacer le paradigme et l'icône de la croissance illimitée, de toujours plus, toujours plus. C'est toujours mieux, mais pas toujours plus, c'est terminé, on n'en veut plus. C'est le soin et la résilience. C'est ça le nouveau paradigme économique, hein, vers lequel on doit aller. Donc le lien est très important, et ça commence par là où on vit. Moi je dis toujours, moi je me bats beaucoup pour réhabiliter le terme de communauté en français, parce que vous savez, quand vous êtes en Amérique latine, comunidad, c'est formidable. En Amérique du Nord, community aussi. Bah, chez nous, c'est toujours matiné, enfin, on pense repli sur soi, communautarisme. Mais non, la communauté, c'est d'abord une communauté de gens qui vivent sur un territoire et qui doivent se réunir pour savoir à quoi on tient ensemble et qui décide pour nous et qu'est-ce qu'on veut et comment on s'organise ici pour qu'on vive le mieux possible là où on est d'abord. Hein, et ça, donc, c'est par rapport à ta question aussi, c'est ça, hein, c'est à la fois des citoyens extrêmement éclairés, courageux, et plus on aura de citoyens éclairés et courageux, et plus on aura d'hommes et de femmes politiques éclairés et courageux, qui prendront les bonnes mesures pour sortir de la phase dans laquelle nous sommes. Et tous ceux qui s'accrochent à cette conception, je dis moi, je ne porte même pas de, voilà, totalement obsolète, y compris l'économie, hein, du XXe siècle, où on pensait que tout était possible, qu'on allait puiser dans les ressources de pétrole, ad vitam aeternam, de tout, hein, sans jamais avoir à rendre de compte à personne, on peut le voir partout sans avoir. Ben, c'est fini cette époque-là, et on passe à autre chose. Voilà, c'est pour ça que la post-croissance, c'est bien, c'est pas la décroissance, ça fait peur, mais la post, c'est autre chose, on passe à autre chose, et l'autre chose est mieux que ce qu'on a. Voilà.